Merci à tous d'être ici aujourd'hui avec nous, surtout aussi les panélistes. Merci encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? C'est l'open innovation. Donc, l'idée en général, c'est assez simple. Si on parle de l'économie futuriste, c'est clair, l'innovation, l'aspect d'innovation, l'aspect de disruption, de la digitalisation, tout sur ça, ce sont des facteurs clés pour rester compétitif. Si on parle d'une certaine manière d'une économie classique d'aujourd'hui, là on constate qu'on a des ressources, on a des clients, mais peut-être une fois on est une entité assez large, l'innovation, d'être agile, ça devient de plus en plus un défi, on dit comme ça. De l'autre côté, évidemment, on a des startups qui ont moins de clients, qui ont moins de ressources, mais de l'autre côté, qui sont très en avance sur tout ce qui se passe au niveau de la technologie, qui sont des solutions très innovantes. Donc, l'idée principale de l'open innovation, c'est assez clair. Pourquoi pas faire se marier ces deux parties? Donc, c'est un peu ça la théorie. Donc, je crois que la théorie, c'est assez clair et simple. Mais comme partout dans la vie, the devil is in the details. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir ce panéliste aujourd'hui avec moi pour discuter exactement ce détail qu'il faut s'en prendre charge. Et peut-être on commence avec Amel Saadane. Juste parle-nous un peu de l'état de Open Innovation. Juste, qu'est-ce que c'est, un peu plus en détail. Et c'est quoi l'état de lieu ici en Tunisie, le potentiel? Merci. Super. Merci Henrik. Bonjour à tous. Donc Open Innovation a plusieurs définitions, mais pour moi le mot-clé dans Open Innovation c'est la composante Open, parce que justement c'est toutes les formes d'ouverture d'acteurs vers d'autres acteurs correspondent pour moi à de la Open Innovation, à une recherche de formules, de manières de collaborer pour créer quelque chose de nouveau, disruptif ou même incrémental, à travers une collaboration avec un écosystème qu'on crée autour de soi. Donc même les entreprises dans le monde ont compris qu'elles doivent innover, elles ont compris aussi que innover en interne ne sera pas suffisant et qu'il va falloir chercher les talents, les skills, d'autres skills qu'elles n'ont pas en interne ailleurs. Et puis il y a un autre phénomène justement dont parlait Henrik, on parle de transformation digitale, de l'évolution du monde, etc. Il y a les barrières entre les différentes industries sont de plus en plus confuses, blurry. Donc il y a plus cette distinction entre les différentes industries. Donc chaque entreprise cherche justement à élargir son champ d'action en connectant avec d'autres acteurs. Donc aujourd'hui, il y a plein d'exemples d'entreprises qui s'ouvrent, qui trouvent tous les moyens pour justement se connecter avec d'autres acteurs. Je ne sais pas, GE qui connecte avec ou alors un Siemens qui donne accès, qui offre des ressources gratuitement pour tous ceux qui souhaitent développer des innovations dans le healthcare. Ça correspond à créer autour de soi des acteurs, des skills et des partenariats pour innover, pour développer différemment. On trouve les acteurs de l'automobile qui créent une alliance pour explorer le monde de la blockchain dans l'automobile. Et donc c'est ce type de réflexion qui crée justement des interactions nouvelles, un champ d'action nouveau qui va être un super playground pour les startups et pour les entrepreneurs parce que c'est justement ce que cherche l'entreprise en général. Maintenant, en Tunisie, donc évidemment, suite à la crise Covid, on s'attendait bien entendu à une explosion d'innovation et notamment à travers l'entreprise qui se rapproche de l'écosystème des startups. On observe beaucoup d'évolutions, il faut le dire. Donc il y a une ouverture il y a un intérêt, une curiosité de l'entreprise pour connecter avec le monde de la start-up. On voit maintenant dans les événements start-up beaucoup plus la présence des acteurs de l'entreprise qui souhaitent comprendre. C'est quoi cette histoire de start-up? Ce n'est plus un petit phénomène dans un petit coin, c'est quelque chose.
something is happening. Et donc ça, c'est déjà un super point de départ. Hier, on parle d'annonces de mobile payment, de collaboration entre des startups et des banques. Donc les choses commencent à bouger. Donc on reste toujours avec cette ambition, cette soif de voir les choses avancer beaucoup plus rapidement, parce que les choses justement dans le monde avancent beaucoup plus rapidement que ça. Mais on reste optimiste aussi pour que les choses avancent en Tunisie. Très bien, merci Amel. Imen, donc là on sait déjà que l'EY s'implique sur ce champ-là. Si tu peux juste en rajouter que sur ce que Amel vient de dire déjà, un peu aussi le côté l'entreprise, un peu quelques observations que vous avez faites. On va parler encore plus en détail de votre programme Scamomage, mais... Clairement. Merci Henrik, merci Amel pour cette introduction sur l'Open Innovation. Effectivement, en fait, ce qu'on remarque, on va parler contexte tunisien, ce qu'on remarque qu'on est encore en stade embryonnaire par rapport à l'Open Innovation. Nos grandes entreprises sont à la découverte, en fait, de cet écosystème. Donc, on n'est pas encore dans des stratégies d'Open Innovation, on est sur des petites initiatives de collaboration, de sponsoring, parfois de parrainage, mais on est loin de dire qu'on est sur des stratégies d'Open Innovation. En effet, aujourd'hui, on a un écosystème qu'on est en train de voir là maintenant. On a un écosystème très riche. On a un écosystème qui se développe toutes les années. On a des chiffres très intéressants, en fait, comme on est en train de voir sur les levées de fonds, sur l'évolution du nombre des startups. Ça d'une part, mais d'autre part, il y a aussi des acteurs tels que les SSO, les incubateurs, accélérateurs, NGO, qui font un travail extraordinaire aujourd'hui en Tunisie pour accompagner le développement des startups à l'échelle nationale, mais aussi internationale. D'un autre côté, on a toute cette belle offre qui se développe tous les jours, mais d'un autre côté, on a une demande qui est très timide encore. Une demande qui normalement vient du gouvernement, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, comme les grandes entreprises. Aujourd'hui, cette demande est encore très timide. Et je dirais aujourd'hui, les grandes entreprises, même aussi le gouvernement, n'a plus le choix pour faire face aujourd'hui à ce contexte incertain, à ce que nous impose la technologie. Il faut aller vite, il faut résoudre ces challenges très rapidement. Et pour résoudre ces challenges rapidement, et avec le moindre risque, je dirais, il faut s'ouvrir, collaborer avec les innovateurs, que ce soit chercheurs, que ce soit start-up, que ce soit freelancers. Enfin, il faut avoir cette ouverture pour tester, pour avoir une nouvelle culture en interne, parce si on parle d'open innovation, c'est d'abord une nouvelle culture en interne, une culture d'ouverture, de prise de risque, d'accepter en fait l'échec, d'accepter qu'on est en train d'apprendre en marchant, d'apprendre en testant, et les choses, les projets se font différemment, réellement différemment. On n'est plus sur des cycles très longs, sur des cahiers de charges d'une année et de 2 ans parfois, pour commencer à développer. Aujourd'hui, dès qu'on a un challenge, il faut chercher d'abord la solution quelque part sur le marché, auprès d'un partenaire, commencer à travailler, à tester, faire le POC. Si jamais ça n'existe pas, il faut co-construire avec des outils innovants, comme les hackathons, comme les idéathons, parce que ça nous permet au moins d'apprendre, de découvrir, avant d'entamer les chantiers structurels. Voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à cet écosystème et entreprise tunisienne. Merci Imen. Donc, c'est-à-dire, il y a un intérêt, il y a un potentiel, mais comme tu viens de le dire, c'est encore un peu timide la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre les entreprises, mais aussi les startups dans ce stade-là, un peu dans le main, pour y arriver, pour construire cette partenariat. Donc, et une des programmes qui sont déjà en cours, parce que là on veut aussi parler un peu de la pratique, parce qu'il y a déjà des programmes qui sont en cours, on a déjà des réussites. Peut-être Monsieur Omar, dans votre cadre de Link4In, juste 2-3 mots sur ça, et déjà s'il y a quelques retours de la pratique. Ok, donc merci Henrik. Alors Link4In, Link4In c'est de l'Open Innovation. Donc, c'est une initiative de la Fédération du numérique au sein de l'UTICA avec Tunisian Startup. Il suffisait de faire une seule réunion
pour que l'idée Link4In est née. C'est quoi Link4In? En fait, c'est de faire rapprocher les entreprises et les startups. Donc il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est de sensibiliser au sein du l'UTICA elle-même les 18 secteurs existants sur l'apport de la technologie et tout ce qui est innovation. Et le deuxième, comme je l'ai dit, c'est d'aligner les entreprises et les startups. Donc c'est une relation win-win. Donc les startups ont besoin d'un marché, d'un financement, qu'ils vont le trouver chez les entreprises et vice-versa. Donc les entreprises, ils cherchent l'apport technologique afin de garder leur compétitivité, bien sûr, et atteindre d'autre part sur le marché. Et pourquoi ne pas s'internationaliser? Voilà, donc oui, Amel. Je peux rajouter peut-être quelques points par rapport à Link4In, justement, parce que j'adore le point que tu mentionnes, Omar, que c'était très évident pour nous de trouver justement l'idée, parce qu'on voyait qu'il s'agissait de créer, to raise awareness, pour rapprocher différents acteurs, et donc il fallait que le côté start-up aussi s'ouvre vers l'entreprise et aille vers l'entreprise. Et donc, en tant que représentant des différents acteurs, l'UTICA, la Fédération du numérique, justement représentant du monde du numérique entreprise, et Tunisian Startups, on a vu qu'avec le support de la GIZ, on a vu qu'il fallait faire quelque chose to raise awareness et de rapprocher les deux mondes. Rien que rapprocher ces deux mondes était magique. Des collaborations réels, comme il y aura des témoignages tout à l'heure dans ce sens, sont nés à travers rien que par la mise en contact. Et donc, imaginez si on va plus loin à travers des programmes de co-création, de connexion, il y aura encore plus de choses magiques qui vont se passer. Et puis, on ne parle pas uniquement de relations client-fournisseur, on parle justement de ce co-développement, parce que l'entreprise a des assets et a des compétences qui sont aussi très importantes pour la start-up. Des assets tels que l'infrastructure, tels que la possibilité, la capacité de valider un marché ou de valider une idée, de donner accès à un historique de data, par exemple, ou alors à des machines. La start-up apporte justement cette agilité, cette fraîcheur de réflexion, cette innovation qui rassemblés, peuvent tout simplement devenir un truc magique. Très bien, merci. Et donc, si je suis soit une entreprise, soit une start-up qui veut participer, je fais comment? Si vous êtes une start-up, donc à travers Tunisian Startups, si vous êtes une entreprise, c'est à travers l'UTICA, et le point de relais, c'est la Fédération du numérique. En fait, nous, la Fédération du numérique, c'est un garantie pour les autres secteurs. Donc, elle est proche de tout le système UTICA et elle est proche du corps du métier pour les start-up. Je veux revenir un peu en arrière. Donc, Link4In, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. On a commencé en septembre 2020. Au début, c'était une journée en présentiel. Malheureusement, on a eu le Covid-19, mais on ne s'est pas arrêté grâce à la technologie. Au contraire, on a continué. On a fait plusieurs thèmes, des sessions thématiques. Yesser faisait partie de la session Agritech. Il peut être un témoin. Mais on va continuer maintenant, donc il y aura quelque chose d'ici la fin d'année. On remercie la GIZ, Orange aussi, qui sont avec nous. Ok, merci. Donc là, c'était un peu déjà la bridge. Donc on vient de parler maintenant un peu plus sur la pratique. Donc Yossa, on est entre nous là. Donc on a oublié que Amel et Omar sont là. Donc pour vous, comme une start-up, comment ça s'est passé cette expérience? Je sais pas, ce sont quoi les lessons learned et voilà. Je vais commencer par avant Link4In. Je vais citer 4 phrases qu'on a entendues. C'était la première réunion. On avait un produit. On s'est adressé au plus grand groupe en Tunisie. C'était nous avons un problème. On cherche une solution. On a essayé de développer à l'interne et on veut un partenaire tunisien pour la proximité. Ça, c'est les 4 phrases qui ont été dites pendant la toute première présentation de notre produit à notre plus gros client. Donc il y a une certaine ouverture de la part des groupes, ça c'était en fin 2015, début 2016. Puis il y a eu l'idée extraordinaire de Link4In. Je remercie au passage Tunisian Startups, la Fédération du numérique et l'UTICA. C'était un événement
en virtuel, c'était pendant Covid. Un panel comme celui-là, on a été mis en contact avec notre deuxième plus gros client actuellement. C'était 1 heure de panel, puis il y a eu échange de contacts. Et maintenant, c'est notre client depuis 2 ans et on n'arrête pas de développer avec. Donc, selon notre modeste expérience, je m'adresserai aux startups pour dire n'ayez pas de complexe, tapez les portes, cherchez des ouvertures, cherchez des contacts. Les grands groupes et les grosses structures sont à la recherche de solutions et parfois même, s'ils ne sont pas à la recherche, ils ne savent pas qu'il y a un problème dans certains de leurs process ou de leurs. Ils sont souvent multidisciplinaires, donc ils ne peuvent pas tout maîtriser. Donc, si vous avez un produit, tapez sur les portes sans aucun complexe. Il y a une assez belle ouverture. Il y a une conscience qui s'agrandit de plus en plus et chaque jour, il y a un besoin vers du numérique et une gourmandise qui n'arrête pas de croître, tout ce qui est technologie. Pour les grands groupes, rien à dire. Il y a l'UTICA qui peut parler à leur nom, mais je vais m'adresser au reste de structures. Je me rappelle, avant Link4Link, il y a Tijeri qui a fait une journée extraordinaire, justement, qui ressemble à ça. Et on a eu un contact, justement, suite à cette journée. Ce n'était pas par thématique. Ils ont rassemblé 6 ou 7 startups et ils ont rassemblé quelques-uns de leurs gros comptes. Et ils nous ont mis directement avec le top management de ces comptes. Et il y a 2 ou 3 startups qui ont fait du business suite à cette journée. Donc, je vais laisser un appel aux banques et aux différentes structures qui gèrent des gros comptes, organiser des journées thématiques où vous invitez les CEO des startups et le top management des groupes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer suite à ces journées et à ces mises en relation. Voilà. Voilà, merci. Je rajouterai, parce que j'étais sur l'initiative à Tijeri à l'époque, je rajouterai un commentaire par rapport à ce qu'a dit Yasser. C'était justement Tijeri dans son rôle, enfin, ou les banques dans leur rôle de conseil non financier. Parce que ça va de soi, ils font du conseil à leurs clients entreprises, et ça va de soi que dans ce conseil-là, ils peuvent aussi offrir des solutions aux challenges des grandes entreprises. Donc je pense que oui, ça peut être parmi les rôles des banques, des assurances, des grandes sociétés de services. Voilà. Donc, je vais parler sur un petit retour d'expérience avec l'Open Innovation, spécialement avec le programme Scan and Match de EY. Mais avant ما نحكي على retour d'expérience, je vais نحكي على شوية مشاكل en tant que start-up. Bon, pour se présenter rapidement, nous sommes une start-up qui opère dans le domaine de l'industrie 4.0. Donc, nos clients sont principalement des industriels, donc soit des PME, soit des entreprises, mais généralement, ce n'est pas des startups, voilà, des sociétés jeunes. On est sur le marché depuis 1 an et demi, voilà, أكثر شوية. Parmi les صعوبات اللي لقيناهم الأول, c'est vraiment d'approcher les entreprises. Donc, les industriels, c'est des grandes entreprises avec un historique. Tout d'abord, le premier contact, صعيب شوية, vu que العبد مش معروف في المارشي, ما نعرفوكش. Mais en fin de compte, نخلطوا à faire des démos. Fait démos, j'ai la deuxième problématique. Donc ils trouvent la solution extraordinaire et ils aiment l'équipe, تعجبهم les compétences, mais il y avait toujours ce start-up, كلمة start-up, donc فما مشكلة نتاع confiance, فما مشكلة est-ce que أنت موجود عام الجاي, est-ce que tu es assez solide, etc. Bon, c'est la majorité. Quand même, فما quelques entreprises اللي يمشيوا معاك, ils sont un peu fonceurs, يقدموا معانا, mais là وقت احنا نلقاو مشكلة, نلقاو l'entreprise elle n'est pas في les méthodes de travail نتاعها très approche start-up. Donc نحكي هكا c'est l'approche agile, c'est pas les cahiers de charges كما كان تحكي إيمان من بكري de 30-50 pages ونحاولوا le projet الكل on le cascade. Même نقولوا لهم un proof of concept ما يفهموش معناها. Donc il y avait une friction de part et d'autre. مع le programme par contre qui est nouveau, le Scan and Match مع EY, c'était vraiment la solution pour ce problème. أول حاجة ils font des assessments, des tests start-up في حد ذاتها, des tests juridiques, des tests business, ils voient tes process, la solidité de tes process, ton équipe, etc. Et aussi technique. Donc d'une part, ça rassure les grandes entreprises. C'est يحسوا روحهم معناها ياخذوا الثقة وكي ستارت-اب هيك نجموا نعملوا عليهم. D'autre part aussi, ils filtrent les entreprises. Donc يعديوا كان les entreprises اللي هما prêts à collaborer avec des start-up. Ils ont le mindset agile ou innovateur, etc. Donc, ce genre de programme a conseillé à tous les startups à la synergie et la collaboration. Merci.
Merci, très bien. Donc là, on a déjà eu quelques mots-clés comme une mindset, la culture, confiance, mais aussi une support technique. Donc, Imen, si tu peux nous parler encore une fois sur le programme Scan & Match qui a été déjà mentionné, mais aussi, selon votre expérience jusqu'à là, le rôle du UI ou le rôle d'un facilitateur. Pourquoi c'est important selon votre expérience et qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, je pense qu'on a commencé avec l'observation de l'écosystème tunisien et la dynamique Open Innovation en Tunisie. Et Scan & Match vient comme réponse à cette observation, à la limite en fait qu'on est en train d'observer auprès des entreprises pour collaborer avec les innovateurs, mais plus spécialement les startups. En effet, Scan & Match, on a 3 objectifs à travers Scan & Match. Premier objectif, c'est vraiment développer cette culture Open Innovation, développer cette culture en Tunisie, parce qu'on est vraiment en retard par rapport même aux pays du Maghreb, hein, rien que le Maroc, ils sont vraiment en avance par rapport à l'Open Innovation. Nous, en Tunisie, on est en retard, donc on doit absorber, adopter cette nouvelle pratique, ces nouveaux outils en fait qui accélèrent la transformation digitale, qui accélèrent la réussite de la transformation digitale, ça d'une part. Mais deuxième objectif à travers Scan & Match, c'est d'accompagner les startups à accéder à des marchés, accompagner les startups à accéder à des marchés nationaux, aussi internationaux. Parce que, comme l'a dit là Emine, donc, la notion de confiance est la première barrière que rencontre la start-up auprès de l'entreprise. Malgré qu'il y a le coup de cœur lors du pitch, il y a le coup de cœur, c'est un génie, c'est un jeune ou c'est une start-up qui a beaucoup de potentiel, mais passer à l'action, collaborer, leur donner cette chance de faire un POC, on ne parle même pas de contrat assez structuré, c'est pas donné malheureusement. Et je dirais, là, il y a plusieurs défis en fait. Il y a plusieurs défis au sein de l'entreprise. On parle certes de sponsorship du top management. Le fait que le top management croit à l'initiative, croit à l'open innovation, à cette ouverture-là, c'est un must, c'est obligatoire pour déjà commencer l'aventure de la start-up avec l'entreprise. Le deuxième défi, je dirais, la culture en interne, en fait. Parfois, il y a le top management qui est là, qui a donné le go, mais quand même, on trouve de la résistance au niveau des directions opérationnelles. Et cette résistance ne vient pas du fait que, non, juste on refuse. Parce que réellement, on ne sait pas le faire. On ne comprend pas le jargon de la start-up. On ne sait pas faire en dehors de notre process classique de cahier de charge, de validation, d'instances budgétaires. Et c'est des années, en fait, qui passent tout le long de ce process. Et là, on ne sait pas le faire, donc c'est un point d'interrogation. À quel point on est en train d'accompagner l'acculturation en interne et en externe. C'est vrai qu'il y a toute la belle dynamique au sein de l'écosystème, mais cette dynamique est restée fermée dans une communauté de start-up et d'innovateurs. Aujourd'hui, il faut accompagner l'acculturation de la grande entreprise. Parce que cette résistance vient avant tout de ce manque d'acculturation, de ce manque de, je dirais, prise de conscience. C'est normal que tu trouveras la résistance, c'est normal que tu trouveras le non, mais après, moi, je dirais, il faut se mettre à la place du monsieur et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que communauté start-up, innovation, pour travailler sur ce changement culturel. Voilà. En fait, je dirais, aujourd'hui, on lance beaucoup d'initiatives. C'est très bien. Il faut diversifier les initiatives. Scan & Match, il a cet objectif-là, d'acculturer l'entreprise. Nous, en fait, peut-être oui, c'est aussi plus simple pour nous parce que notre ADN, c'est l'entreprise. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi ce champ de bataille. Et on s'est dit, voilà, on va se positionner en tant que tierce de confiance auprès de l'entreprise pour accompagner ce changement. Après, Scan & Match, c'est une première initiative. Je pense qu'il y aura plus d'initiatives et il y aura plus d'appropriation de ce genre d'initiatives de la part des acteurs de l'écosystème. Parce que finalement, oui, développer des startups, c'est très important, mais créer de l'impact en Tunisie, leur aider à accéder à un marché est une priorité
pour nous, l'économie tunisienne, mais aussi pour eux, les startups. Parce que, oui, on sait très bien que le marché tunisien reste limité. Il faut passer dans tous les cas au marché international. Aller au marché international avec des références tunisiennes, avec plus de valeur, avec une solution réellement qui est rodée, ça leur donnera beaucoup plus de chances et de valeur à l'échelle internationale. Voilà, donc revenons très rapidement à Scalade Match, si je récapitule. Donc d'abord, acculturer l'écosystème, principalement entreprise, faciliter l'accès au marché national principalement, mais dans un deuxième temps international pour les startups. Et troisième chose, même pour l'entreprise, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi leur montrer de se transformer, accéder à des solutions digitales et passe aussi par de nouvelles pratiques, par une nouvelle façon de faire. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur un point que Imen vient de mentionner que je trouve essentiel. Le fait pour une start-up en Tunisie d'avoir accès à un marché, à une référence locale, n'est même pas une option ou un luxe pour pouvoir évoluer mieux, différemment. C'est inévitable parce que dès qu'on essaie, en tant que start-up tunisienne, de décrocher un marché à l'international, la première question qu'on nous pose est sur votre marché local, vous avez fait quoi? Parce que tout le monde suppose que c'est plus facile de développer son marché en local que d'aller à l'international. Ce qui n'est pas toujours évident pour une start-up tunisienne. Donc, cette ouverture is a must. Si on est sérieux, if we are serious par rapport à cette histoire de start-up en Tunisie et de l'innovation en Tunisie, il va falloir trouver justement des bridges qui fonctionnent. Il va falloir justement trouver une logique pour créer des incentives pour les entreprises aussi, pour s'intéresser à la start-up, parce que pour pouvoir dépasser justement ces challenges en interne. Il y a plusieurs bonnes pratiques dans le monde où les États offrent du fund matching. Pour tout investissement dans l'innovation, l'État investit le même montant justement pour encourager cette prise de risque, parce que justement perçu par l'entreprise, c'est une prise de risque justement, c'est un investissement qui n'était pas prévu, qui n'était pas budgétisé, ou alors on ne sait pas où on va, parce que l'innovation c'est de la co-création et donc on ne sait pas dans quel sens la solution va évoluer ou si elle va aboutir finalement. Et puis il y a un autre point sur lequel on va devoir travailler tous ensemble, c'est le fait de tester différents schémas, parce que et aider sur le côté juridique. Parce que l'entreprise aujourd'hui vers laquelle on va en tant que start-up suppose par défaut, parce que c'est le seul modèle qu'elle connaît, qu'on parle d'une relation client-fournisseur. Par contre, si on avance avec une logique de revenue sharing, de co-développement, de IP sharing, là, on est bloqué. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Avec toute la bienveillance et toute l'envie d'avancer du côté de l'entreprise, on est bloqué parce qu'il y a un département juridique qui doit donner son go, qui typiquement est frileux de résistant au changement, et donc on va retomber dans les mêmes challenges. Plus, aujourd'hui on parle de l'entreprise, qu'en est-il de l'entreprise publique, qu'en est-il de l'État en tant qu'acheteur, en tant que partenaire de l'innovation? Ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Merci. Donc, jusqu'à là, on a parlé beaucoup sur les entreprises et les grands groupes. Donc, en fait, j'aimerais bien impliquer une de ces grands groupes. Marwen, donc, vous êtes actif aussi sur l'Open Innovation avec la banque. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur notre expérience Absolument. Merci, Henrik, et merci à tout le monde pour la richesse, en fait, de ces échanges et l'intérêt qu'on porte à cette question qui commence à être de plus en plus un sujet où on voudrait mesurer la maturité du marché tunisien, que ce soit du côté des startups, mais aussi des entreprises dans cette question d'open innovation. En fait, nous, à Tijeri Bank, ça a été cité avant même que je prenne la parole, et c'est vraiment, ça confirme en fait l'engagement de la banque et les actions qui ont été entreprises depuis plusieurs années à cet égard-là. Et aujourd'hui, donc chez Tijeri, on a 10 ou même plus relations actives avec des startups sur des sujets très divers, du mobile payment, de la digitalisation en interne, de l'intégration dans des packs à commercialiser directement par les clients, à l'instar de Suivre ou Juridoc, qu'on commercialise dans les packs en fait, de la banque dans le cadre de services en fait, non financiers, c'est-à-dire des services à valeur ajoutée où la banque complète sa proposition de valeur à travers l'offre de start-up innovante et qui permet finalement à la start-up d'accéder à un marché autre et aussi à multiplier en fait les opportunités qu'elle peut avoir. Tout ceci pour dire qu'en fait on est en train d'expérimenter en fait ces différents modes de collaboration. Ces modes de collaboration qui sont divers, donc commercial solution, du banking as a service, du fintegration, mais aussi en fait de la digitalisation en interne
et ces modes de fonctionnement-là que les entreprises doivent voir en fait la richesse de ce que l'Open Innovation peut offrir. Il y a plusieurs options. Nous avons fait le choix en fait d'aller vers pratiquement toutes ces dimensions pour les expérimenter et plusieurs sont encore actives. Mais l'idée aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de prérequis pour s'embarquer en fait dans cette aventure d'Open Innovation pour les entreprises. Et c'est ce que je voulais en fait souligner. C'est-à-dire, la première question, c'est l'alignement en interne. Cette question d'acculturation, il y a une question qui précède celle-là, c'est que est-ce qu'il y a une vision partagée au sein de l'entreprise pour que tous les départements aillent voir des startups, reçoivent des startups et voient la valeur ajoutée de la startup dans leur business quotidien. C'est ce qu'on a aujourd'hui à TG. On l'a en fait dans les différents marchés, dans les différents départements, que eux, donc de façon très spontanée et très en fait directive, dans une logique de pilotage par la valeur, dans une logique de détection d'opportunités, c'est eux qui vont directement. C'est-à-dire, c'est pour dire en fait aux entreprises que l'innovation et l'open innovation n'est pas l'affaire d'un petit département qu'on met à côté et qu'on met en fait dans un endroit loin du siège parfois, où on va ramener en fait voilà quelques geeks sur des laptops qui veillent la nuit, qui disent voilà on fait de l'open innovation, on fait des photos et on fait un hackathon. Et c'est pas vraiment ça. En fait, ça c'est des choses qu'il faut dire en fait, c'est que le why de l'open innovation pour l'entreprise doit dépasser de loin le simple fait de sortir un communiqué de presse et de faire de belles photos, bien que c'est toujours important de célébrer les victoires et de célébrer quand on fait des choses intéressantes. Donc ça, c'est un. Une question qui vient tout juste après, c'est de délimiter pour l'entreprise, dans sa réflexion stratégique, les sujets à externaliser et les sujets à garder en interne dans cette dynamique de transformation digitale. Parce qu'avec la transformation digitale, beaucoup d'entreprises, on l'a vu dans plusieurs secteurs, ont vu des menaces de ces startups-là. La chaîne de valeur dans tous les domaines, elle est tellement en fait pleine d'opportunités que finalement l'objectif même de ces startups, c'est d'aller grignoter en fait sur quelques éléments ou quelques étapes de la chaîne de valeur pour concurrencer. On l'a vu, on l'a vu dans plusieurs secteurs, on l'a vu dans les médias, on l'a vu dans la logistique, l'e-commerce, les telcos. On a vu comment les grandes entreprises ont perdu du business quand des startups sont venues et ont compris les règles du jeu de ce monde du digital. Et donc, ça c'est très important de très très bien définir son business model en tant qu'entreprise et de définir où est-ce qu'on va garder notre unique selling point, où est-ce qu'on va garder notre activité clé, où est-ce qu'on va collaborer avec les startups, parce que c'est des sujets d'établir des partenariats avec des partenaires / concurrents. Gros sujet, on peut vraiment approfondir la réflexion, mais c'est des sujets qui doivent être très clairs pour éviter tous les blocages qu'on peut voir dans les relations start-up-entreprise quand la relation se développe, et c'est des questions qui doivent être clairement définies à l'avance. Le deuxième prérequis qu'on veut voir, on en a discuté, c'est qu'il y a plusieurs véhicules d'innovation, il y a plusieurs véhicules pour faire de l'innovation et de s'approcher du monde de start-up. On peut investir sans contrôler, on peut faire des labs pour expérimenter, on peut faire un incubateur, on peut faire un accélérateur, et pour chaque modèle, l'objectif est différent, les moyens à déployer sont différents, et surtout le modèle donc, de gouvernance et le modèle opérationnel doit être défini de façon qui clarifie en fait la relation entre ces deux entités, mais surtout clarifie les attentes entre les deux parties, parce que c'est ça ce qui crée les problèmes. Troisième point, et je finis, c'est qu'il faut que les entreprises ou les startups, les deux, acceptent que dans un écosystème qui est en train de maturer, donc en Tunisie, il faut accepter que le process n'est pas idéal dès le premier jour. Il faut accepter qu'on va itérer, il faut accepter qu'on va améliorer de façon continue. Et je pense que c'est cette idée-là qu'on n'aura pas en fait the perfect process, et que tout notre job c'est de parfaire le processus d'open innovation. C'est vraiment la chose à garder en tête si on voudrait vraiment multiplier nos efforts en open innovation pour les startups et pour les entreprises. Oui, vas-y. Je vais me permettre un petit conseil pour les startups, justement. Je veux leur dire, restez start-up, c'est-à-dire ne basculez pas vers une SS2I. Souvent, dans ce qu'on fait, toi et moi, on a tendance à... les demandes sont assez spécifiques pour chaque client, et donc on va passer beaucoup de temps à développer avec chaque client. Il faut sortir de ce modèle-là très rapidement, le plus rapidement possible,
pour ne pas être un simple commerçant de homme jour. Il faut dupliquer, faire quelque chose d'assez générique dès le début, penser générique, penser quelque chose de duplicable pour ne pas sortir de la bulle de la start-up. Il faut être scalable, il faut faire de la croissance très rapidement. Et si vous sombrez dans le développement spécifique, vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire de la croissance, certes, mais ça va être un modèle économique traditionnel. Un autre petit conseil ou une petite remarque, je vais encore défendre les grands groupes. On a tendance à diaboliser un peu les grands groupes ces dernières années. Les grands groupes consomment souvent pour des millions de dinars de technologie, chaque année ou chaque période. Et parfois, une start-up va vendre un produit qui va coûter quelques milliers de dinars ou quelques dizaines de milliers de dinars. Donc, pour le groupe, c'est un simple fournisseur parmi des centaines ou des milliers de fournisseurs. Sauf que sachez que le top management, le conseil d'administration, ce n'est pas de la simple technologie, c'est des innovations. Ils vont tenir et vous allez vous asseoir avec les conseils d'administration de tous vos clients. Parmi toute la technologie que consomme un groupe, la partie innovante qui provient de la start-up aura un siège privilégié justement auprès et l'oreille du top management. Ça facilite énormément les transactions par la suite. Et c'est pour ça que j'ai dit laisser tous les complexes de côté et frapper sur les portes. Voilà. Merci. Malheureusement, on a quelques restreintes par rapport au temps, mais en fait, on vient de commencer déjà comme dernier tour. Moi, j'aimerais bien d'avoir un avis de chaque partie prenante ici. Juste 2 phrases, 2 mots. Les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut attaquer tout de suite par rapport à l'Open Innovation en Tunisie? Continuer le raising awareness, aider les entreprises à comprendre justement ce que c'est que la open innovation, ce que c'est que le monde de la start-up, pourquoi c'est urgent, pourquoi c'est important, pourquoi c'est une question de survie pour l'entreprise et ce n'est pas un luxe aujourd'hui, à quoi ça correspond en termes opérationnels, qu'est-ce qu'il faut changer réellement pour pouvoir pour que ça ne se transforme pas en frustration. Oui, on veut innover mais on ne sait pas comment, on n'y arrive pas. Donc le côté entreprise. Le côté de la start-up, bien entendu, c'est créer justement ces ponts, aider les entreprises parce que avoir l'accès à l'entreprise n'est pas donné à toute start-up. Donc, aider à ouvrir des portes à travers différents programmes, à travers différentes rencontres, c'est extrêmement utile. Et puis aussi, peut-être imaginer aussi un pont vers l'international, parce qu'on a tendance à rester très local dans nos réflexions. L'entreprise, c'est aussi l'entreprise à l'international. La start-up est appelée à s'internationaliser. Donc, peut-être qu'on devrait avoir une réflexion par rapport à de la International Open Innovation. De mon côté, certes, il y a cette résistance côté entreprise, mais c'est à différents niveaux, parce qu'on peut trouver des entreprises qui sont conscientes de l'apport de l'Open Innovation. Donc ça va venir, mais je pense qu'on est dans un secteur ou bien dans une sphère qui est très agile, et du coup il faut faire vite. Donc le facteur temps, là, il est très important, que ce soit pour l'entreprise, pour la start-up, même pour l'économie de notre pays. Et là, du coup, comme l'avait mentionné tout à l'heure Amel, donc on attend quelque chose de l'État. Il faut qu'elle s'implique encore plus à travers les textes juridiques, la légalisation et ainsi de suite. Voilà. Moi, je rajouterais par rapport au rôle du facilitateur. Le tiers de confiance entre la start-up et la grande entreprise, je pense que c'est un rôle très important. Si on observe un peu ce qui se passe dans le monde, même dans les pays développés, il y a ce rôle qui se développe de plus en plus. Il y a des cabinets spécialisés qui se positionnent en open innovation, rien que pour faciliter en fait la collaboration entre les innovateurs et la grande entreprise. Cela pour dire que même dans le monde, c'est pas une tâche simple. C'est normal que en Tunisie, on ne voit pas forcément des grandes success stories en termes de collaboration, mais ça va venir via, je dirais, il faut partager les succès. Marouane vient d'évoquer les différentes collaborations au sein de Tijeri. Je pense que c'est important de partager et les réussites, mais aussi l'apprentissage à travers cette collaboration. C'est important de s'entraider entre entreprises et entre startups. Ça, c'est très important. Deuxième point, je pense que le rôle de facilitateur doit se développer davantage. Nous, en tant que EY, on a commencé avec Scan&Match, mais on veut renforcer Scan&Match pour toutes les grandes entreprises.
très prochainement, peut-être en septembre ou en octobre, avec notre partenaire la GIZ, on reviendra pour parler justement des deals, des concrétisations, mais surtout ce qui a accompagné cette concrétisation en termes d'apprentissage. Ça, c'est très important. Pour les startups, un dernier message aussi qui est très important. Nous, à travers l'assessment qu'on est en train de faire pour les startups, clairement, il y a des startups qui sont ready, prêtes pour collaborer avec les entreprises. Il y en a d'autres qui ne sont pas prêtes. Que ce soit, elles pitchent très bien, c'est tant mieux. Après, parfois, il y a des hicks sur le plan juridique, il y a des hicks sur le plan technologique, mais aussi procédural. Donc là, pour dire oui, pour collaborer avec la grande entreprise, même la start-up doit approfondir davantage son travail sur elle-même. Voilà. Merci bien. Amine, encore quelque chose de ton côté à ajouter? Un dernier mot pour booster l'Open Innovation, basé sur notre propre expérience, bien sûr, c'est de multiplier les ponts, les programmes de Scan and Match. Peut-être même développer un peu leur rôle, comme كان تحكي إيمان قالت il y a des startups اللي حاضرين déjà, فما des startups moins حاضرين, mais peut-être فيهم un grand potentiel. Donc علاش ما يكونش assessment وزاد ينجموا يكونوا un petit coaching حتى نتاع نهارين. Comment approcher mieux les grandes entreprises, vu que les facilitateurs ont une grande expérience à travailler avec ce genre d'entreprise. Donc voilà, c'est exactement ce genre de programme qui va pousser bien sûr les entreprises, les femmes des startups. Il ne suffit pas d'un seul programme en Tunisie ou à l'international, ils ont beaucoup de programmes, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et même non seulement l'assessment, mais un peu de coaching, dès qu'il y a 1% dans les procédures, par exemple, pour les startups. Donc, très bien. Donc là, on est terminé. On a terminé notre panel. Je vous remercie. Donc, si vous êtes intéressé par Scan and Match, c'est l'UTK est une startup, c'est EY, désolé, Link4In. Ça sera une startup, c'est l'UTK. Si vous êtes dans les fintech, c'est Marwen. Et si vous cherchez des startups, des solutions, soit Industrie 4.0, soit dans l'agritech, voilà, votre partenaire sont là. S'il y a encore des questions, nous sommes là après les panels, donc venez vous nous voir. Merci à tous. Merci Henrik.